Le docteur! Le docteur! Le docteur! Oui, tout est prêt pour la visite? Nous vous attendions, docteur. Eh bien, allons-y. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. En préambule, extrait de l'adaptation cinématographique de cette pièce de théâtre, dont le personnage principal, quasi prophétique, a le projet de confiner à leur domicile tous les habitants d'un village. Donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite à propos d'une part de la médecine versus cette préposition latine connote plutôt l'idée de face à face, intelligence artificielle et robotique, un bain de sang. Cette expression fait référence à un récent discours tenu par un des leaders dans le domaine des IA et qui évoquait le processus révolutionnaire engendré par les progrès dans ces domaines robotique et intelligence artificielle, avec toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir dans des domaines comme l'économie par exemple. Dans cette introduction, je partage d'emblée la conclusion provisoire à cette élaboration. Cette conclusion est une question qui est la suivante. Les médecins et peut-être aussi d'autres professions dites paramédicales ont-ils l'intention, ont-ils le projet à court terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, et au pire à moyen terme, voire long terme, dans les années qui viennent, ont-ils le projet à la fois de déconstruire, puis de reconstruire une médecine qui sera sans doute différente de celle pratiquée depuis des générations. Pourquoi? Parce que dans tous les domaines où la robotique et les IA sont à l'œuvre, on peut observer des processus de remplacement, de substitution, qui sont quasi irréversibles. Et la médecine peut elle-même, dans toutes ses pratiques et ses théories, faire l'objet du même processus de remplacement. Alors quand j'évoque le fait que les médecins doivent envisager ce projet, je dirais plutôt à court terme, c'est qu'il y a dans d'autres domaines du savoir technique, industriel ou autre, des avancées qui sont exceptionnelles. Il y a en principe, et d'après les prévisions de ces spécialistes, autour de l'année 2028, la création de ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, Dont les bases de données pourraient être celles du numérique quantique. C'est une IA qui va elle-même rassembler plusieurs IA, qui vont se connecter, qui vont travailler conjointement, qui vont travailler de manière synchrone, pour amplifier de manière exceptionnelle et quasi stratosphérique les capacités de traitement de l'information, et qui peuvent donner des résultats et ouvrir des pistes auxquelles personne n'avait pensé auparavant. D'autre part, les médecins devraient s'engager dans cette mise en œuvre, non pas dès que possible, mais si possible avant que cela leur soit imposé, avant que, comme on dit, cela vienne de l'extérieur, d'une organisation, d'une autorité ou autre. J'ai eu l'occasion dans des vidéos précédentes d'analyser les effets du management, récemment à propos de la souffrance chez les individus dans les institutions de soins, et une attitude négative vis-à-vis des projets d'entreprise. Il faut savoir qu'au moment où les acteurs du management ont pénétré les champs du savoir de la médecine et pris le pouvoir dans ce qu'on appelle la médecine institutionnelle, ils ont pris le pouvoir, et comme vous le savez, le pouvoir c'est l'argent, et c'est celui qui paye qui commande, comme on dit, tout en laissant aux médecins une espèce de panoplie à laquelle ils sont particulièrement attachés. Les acteurs du management avaient compris d'emblée que les médecins, c'est quoi? C'est une classe moyenne supérieure, bourgeoise, conservatrice, individualiste, très attachée à des prérogatives, à l'autorité, à une indépendance d'exercice, à une activité professionnelle qui est centrée sur le bien-être d'autrui, avec une éthique. Donc toute cette panoplie, ils l'ont laissé aux médecins. Parce que ça ne gênait en rien leur projet qui était la prise du pouvoir. En toute modestie, il me semble que vis-à-vis d'un processus d'un remplacement qui est irréversible,
les médecins devraient faire ce projet. Le projet pourrait être la création d'une forme de médecine qui serait complètement originale, où l'intelligence artificielle aurait peu d'accès, pourrait peut-être avoir un pouvoir collaboratif, mais non pas un pouvoir de suggestion ou un pouvoir de remplacement. On parle de pratique médicale, voici un scénario assez banal. Un petit garçon aux urgences d'un hôpital est examiné par le médecin qui conclut un diagnostic d'appendicite aiguë. Le chirurgien, lui aussi, confirme ce diagnostic, opère cet enfant et il se rétablit. Voilà le scénario. Il y a un point fondamental qui fait le lien entre la médecine et les IA, c'est le fait que ces deux modes de pensée, la pensée médicale et la pensée des intelligences artificielles, elle est structurée par des algorithmes. Toute la pensée médicale est faite d'algorithmes. Lorsque le médecin examine un patient, pose un diagnostic et propose un traitement, il le fait en procédant par algorithme. De même pour les intelligences artificielles, au moment où on fait ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Je vous rappelle qu'un algorithme, c'est tout simplement une succession d'étapes. Une première étape où l'on pose une question, un problème. On va franchir un certain nombre d'étapes selon un ordre chronologique préétabli, qui est rigoureux, qui est logique, qui fait appel à l'intelligence, à l'esprit critique. Et on aboutit à une étape ultime, la dernière, qui vous donne à ce moment-là la solution, la résolution du problème initial. Prenons cette illustration que je vous ai donnée. Il y a deux phases. La première, elle est diagnostique. Dans la première phase, il y a plusieurs étapes. Pour chaque étape, il y a un algorithme qui permet d'aboutir à ce qu'on appelle un diagnostic positif et définitif. La deuxième phase est thérapeutique. Ici, une chirurgie de type appendicectomie. Il y a des algorithmes qui scandent les étapes. Il faut savoir qu'actuellement, compte tenu des progrès les plus récents faits dans les IA et la robotique, qui est asservie par ces IA, toutes ces étapes, qu'elles soient cliniques, thérapeutiques, les IA peuvent se substituer à tout médecin, que ce soit le médecin des urgences, le chirurgien, l'anesthésiste, et aussi ce que l'on appelle le personnel paramédical, une infirmière, etc. Il peut le faire dans cet exemple, mais il pourra le faire dans les prochains mois dans tous les domaines de la médecine, dans toutes les spécialités médicales. Et quelle que soit la complexité du défi posé au médecin vis-à-vis d'un patient, que ce soit en termes d'examen clinique, d'investigation, d'exploration, de chirurgie, de traitement ou autre. Voici deux spécialités médicales qui de nos jours pourraient être complètement substituées. Et l'on sait très bien aujourd'hui que les médecins ne peuvent pas se positionner comme étant dans un challenge avec, par exemple, une intelligence artificielle. Et d'imaginer aussi que ces intelligences deviendraient collaboratives. Bon, en apparence, elles le sont. Vous posez un prompt, vous avez la réponse. Et vous pouvez imaginer que ces IA sont à votre service. Un service rendu qui, du côté humain, n'est pas sans conséquences. Actuellement, il y a un grand enthousiasme dans la population à propos des IA. Il y a des milliards de demandes quotidiennes vis-à-vis de certains logiciels. On retrouve un petit peu ces mouvements qu'il y avait eu au début des années 2000, à l'époque où les réseaux sociaux se mettaient en place, comme par exemple Facebook, où il y avait une très grande popularité dans ce domaine. Et aussi où il y a eu le début à certaines addictions numériques. Addictions qui sont alimentées par un carburant unique. En américain, on appelle ça « fear of missing out ». La peur de manquer la photo que vient de publier votre copain qui a fait le match de foot. Il faut absolument poster les photos de votre dernier repas au restaurant. Une espèce de conduite addictive, de renforcement positif. Alors dans la population et dans les représentations sociales, ces derniers mois, sous les effets de, je dirais, de propagande et contre-propagande, la perception faite par le public et tout un chacun de ces IA et des progrès les plus récents est, je dirais, hollywoodienne. Hate, love. Alors love, c'est l'enthousiasme, la fascination, la perplexité, l'admiration, l'engouement, etc. Et hate, c'est la peur. Parmi les peurs les plus courantes, il y a la désinformation et le contrôle des populations, la liquidation d'emplois et le chômage,
les idéologies d'arrière-plan de type eugéniste ou transhumaniste, l'autonomie d'IA qui s'encode elle-même, voire la destruction de l'humanité consécutive à la fabrication par des IA de virus. Si on fait un retour sur le scénario que je vous ai décrit, à toutes les étapes de ce scénario, robotique et IA peuvent, je le répète, se substituer à tous les protagonistes. Et par exemple, l'humanoïde qui va s'occuper de ce petit garçon aux urgences peut être, bien entendu, un robot, mais avec un look sympathique, distrayant, rassurant. Il va donc aller voir ce petit garçon, il va l'amuser, il va le détendre, il va lui parler de ses parents, il va le rassurer, tout en l'examinant, tout en demandant toutes sortes d'examens, tout en vérifiant des paramètres. Il constate qu'il y a une fièvre modérée à 38, qu'il a mal dans une région spécifique de l'abdomen, fossiliaque droite. Et constater le signe de McBurney. Même va-t-il dans la salle d'attente où sont les deux parents pour les informer de manière neutre, calme, polie, tout le déroulé du traitement. Il prend leur numéro de téléphone, il va les contacter fréquemment pour leur donner des nouvelles de la suite des choses. Dans la salle de réveil, au moment où le garçon a été opéré, il se réveille, il a cet humanoïde qui est présent et qui va le distraire et le rassurer. De même, y a-t-il un humanoïde qui peut faire tout ce qui est d'ordre d'anesthésie réanimation, de même que ce jeune garçon sera opéré par un robot chirurgical. Il accomplira tous les gestes d'un chirurgien, mais de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus structurée, beaucoup plus précise, sécuritaire, avec 0% d'erreur. Par conséquent, si les médecins ont le projet, comme je viens de vous le dire, de repenser la médecine, il y a évidemment des dizaines d'objections, de contre-arguments, etc., dont il faut tenir compte. En même temps, ça ne peut pas donner un coup d'arrêt à cette réflexion et à ce projet. L'objection la plus évidente et la plus naturelle, c'est d'évoquer la déshumanisation de la médecine, la relation médecin-patient. Il faut savoir que dans les progrès les plus récents dans ce domaine IA robotique, on peut observer des humanoïdes capables de simuler toutes les expressions de la sphère émotionnelle, à la fois dans le registre verbal et dans le registre non verbal, et de manière harmonique. Par exemple, l'empathie, un des éléments de la relation médecin-patient, la confiance, etc. Alors la conclusion, qui est, je le répète, provisoire, ce projet est-il faisable d'envisager une reconstruction de la médecine sous une forme originale, avec comme maître d'œuvre les médecins et aussi d'autres ou des professionnels dits paramédicaux. Une forme de médecine qui la rendrait suffisamment originale et indépendante pour qu'elle puisse se départir des activités IA robotiques. Lorsque les gens vont utiliser un logiciel IA, ils veulent un service que l'IA leur fournit, mais il commence à se développer certainement une relation de suggestion, de dépendance, qui fait qu'à un moment donné, ces personnes, si elles n'ont pas sous la main une IA, ne sont plus capables d'envisager quoi que ce soit dans le domaine. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence, capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi ?